Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Rendez-vous avec Pierre Lessard. Nous sommes le 14 février. Il est midi au Québec et dans l'Est de l'Amérique et il est 18 heures dans l'Europe de l'Ouest. Je suis très heureux d'être avec vous encore une fois ce lundi. Il est important de se rappeler que c'est une période de questions pour favoriser votre équilibre, votre harmonie, votre bien-être dans votre parcours de vie. Donc, je vous invite à poser des questions concernant votre déploiement, les écueils que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez dans une voie d'éveil, dans une voie d'ouverture, dans une voie de mieux-être. Alors, encore une fois, la retranscription, rediffusion de cette rencontre sera déposée sur le site de symphonie.life. Alors, vous n'avez qu'à syntoniser symphonie.life et vous allez retrouver la rediffusion. Ça va se passer dans les prochains jours. Donc, pas nécessaire de nous appeler. Ça va être là dans 2 jours, dans 3 jours au maximum. La rediffusion sera là. D'ailleurs, puisqu'on parle de 2 à 3 jours, je vous rappelle que mercredi, à 13 heures au Québec et à 19 heures en Europe de l'Ouest, il y a la rencontre Unis pour l'humanité. Donc, nous allons élever nos fréquences et émaner pour l'humanité tout entière. Et notre cible particulière cette semaine pour émaner notre amour et notre lumière est les enfants, les jeunes gens qui actuellement vivent vraiment beaucoup de difficultés. Souvent, on parle dans l'actualité des uns et des autres et peu souvent, en tout cas, sur mon point de vue, on parle des séquelles physiques mais psychiques que crée la situation actuelle sur les enfants, les adolescents, les jeunes gens. Donc, c'est important encore aujourd'hui. Je pouvais lire un article où on disait qu'il y a 3 fois plus de suicides chez les enfants dans la dernière période que habituellement. Donc, c'est très, très important. Nous allons nous unir à ce niveau. Alors, je vous rappelle que lorsque vous posez vos questions, je vous invite à le faire dans le chat. Excusez l'anglicisme, mais dans le chat et non pas dans questions et réponses à côté pour que ça soit plus simple. Et pour que je détecte facilement vos questions, je vous invite à commencer la question par un point d'interrogation. Alors, ce n'est pas une rencontre pour des questions sur l'actualité ou sur différents sujets spirituels ou ésotériques. C'est une rencontre vraiment sur les thèmes de votre vie et ce que vous rencontrez. En fait, je veux être avec vous pour vous transmettre mon accompagnement avec beaucoup de simplicité, d'humilité et aussi beaucoup d'amour. Alors, on va commencer maintenant. Nous sommes le 14 février. Alors, c'est la célébration de l'amour. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est une fête commerciale. Et au-delà de la fête commerciale, je trouve qu'il est intéressant de célébrer l'amour. Évidemment, tous les jours, ça va de soi. Mais tout comme quelquefois, on fait une rencontre par mois ou une rencontre par année sur un thème ou sur un autre, ça ne nous empêche pas de vivre ce thème à tous les jours de notre vie. Donc, célébrons de telle sorte que, justement, cette célébration de l'amour et de la vie, puisque célébrer l'amour, pour moi, c'est célébrer la vie, c'est plus que simplement célébrer une relation affective ou plusieurs relations affectives. D'ailleurs, beaucoup de gens sont seuls. Toutefois, les amis, les copains nous apportent beaucoup. Ils nous apportent leur présence, nous apportent leur joie, nous apportent l'expression de leur qualité. Alors, c'est une belle journée pour aussi saluer nos amis, saluer nos copains, leur dire « je suis heureux d'être dans ta vie, que tu sois dans ma vie, je suis heureux de ce que l'on vit ensemble ». C'est des camarades qu'on voit une fois à l'autre. C'est quand même des moments qui sont inspirants sur un thème ou sur un autre. Ce sont des amis profonds. Il y a des partages, des stimulations à être soi, à se déployer. Donc ça, c'est beau de le souligner. Je vous invite à souligner cette beauté de l'amitié qui est de l'amour, en fait, chaque jour. Mais évidemment, pourquoi ne pas le célébrer aussi aujourd'hui? Alors, je commence à prendre quelques questions.
Je dis bonjour à tous et à toutes de la France, du Québec, de la Belgique et de la Suisse, et même d'ailleurs dans le monde. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais je suis là. Alors, c'est Eliane qui nous dit bonjour. Je suis initiée à la flamme violette dont vous êtes le gardien. Est-ce que cette dernière peut m'aider à mettre en lumière ma part divine? Si oui, comment? Oh, bien sûr, la flamme violette, vous savez, elle est connue partout dans le monde, pas par tout le monde, mais partout dans le monde depuis des décennies, des centenaires aussi. La flamme violette, on peut l'interpréter, la ressentir de différentes façons. De toute façon, on peut élever sa fréquence et l'invoquer comme une pure énergie de vie, de haute fréquence, qui nous rencontre, nous pénètre et favorise aussi notre élévation de fréquence. Donc, on élève sa fréquence, on l'invoque, ça va nous aider à élever notre fréquence. Donc, c'est une invocation. Ce qui est important, selon moi, c'est que la flamme violette, c'est une pure énergie, lumière, qui existe, qui est là, qui est un grand courant d'énergie. Et il est essentiel qu'on l'invoque à nous accompagner, à nous stimuler, à s'unir à nous alors qu'on s'unit à cette lumière de très haute fréquence. Il est important, en d'autres mots, qu'on ne l'utilise pas comme un outil extérieur en lui demandant qu'elle fasse des choses pour nous. C'est-à-dire que la flamme violette est souvent utilisée pour la guérison. Pourquoi pour la guérison? Parce que c'est une flamme, une lumière, un rayon de haute fréquence. Parmi les hautes fréquences, vous savez, la lumière est toujours de haute fréquence, mais parmi les hautes fréquences, eh bien, les fréquences sont de différents niveaux, comme de l'infrarouge à l'ultraviolet, il y a une élévation de fréquence. Donc, comme cette flamme, ce rayon, est de haute fréquence, lorsque on s'unit à lui, eh bien, il favorise l'élévation de fréquence de toutes nos cellules physiques et photolumineuses, et ainsi leur guérison, puisque la guérison se produit lorsqu'il y a une élévation de fréquence. Donc, ce que je propose, non pas qu'on demande à la flamme violette de nous guérir, mais on l'invoque à nous accompagner dans notre processus de transformation. Parce que la guérison, c'est important. J'ai dit que c'était favorisé par une élévation de fréquence. Ce n'est pas magique, c'est naturel dans l'être humain, dans le sens où chaque être humain a un processus naturel d'auto-réparation de ses cellules. Donc, les cellules de l'être humain peuvent être abîmées, détériorées, peuvent être en dégénérescence, elles s'usent par leurs activités, mais aussi il y a un processus, un rythme de régénération qui est naturel. Les cellules se régénèrent, se recréent, et il y a différentes façons par lesquelles elles se régénèrent. Donc, évidemment, la haute fréquence va favoriser une régénération. Or, il est important de concevoir aussi que s'il y a eu une détérioration, une dégénérescence accélérée, c'est qu'il y a des éléments qui ont provoqué une diminution de fréquence. Donc, il y a des aspects à changer dans notre vie. Souvent, il y a des gens qui font un merveilleux travail d'invocation du divin, des hautes fréquences, de la flamme violette, et qui sont aussi dans une attente que ça fonctionne. Or, il y a ici une invitation à ce que l'on se contacte profondément, où l'on écoute à l'intérieur de soi la conscience cellulaire qui s'exprime en nous pour favoriser une transformation. Transformation de quoi? Transformation des éléments qui ont entraîné une diminution de fréquence. Donc, voyez-vous le lien que j'ai fait? J'invoque la flamme violette, comme j'invoque le divin, comme on élève sa fréquence, et parallèlement, on transforme les aspects qui ont tendance à entraîner une diminution de fréquence et de la dégénérescence accélérée. Donc, ces éléments peuvent être physiques,
Il se peut que ce soit une nourriture, par exemple. Ça peut être aussi des comportements, des attitudes, par exemple de colère, de frustration, qui entraînent sur une plus longue période de la dégénérescence. Ça peut être des idées préconçues, des idées fixes. Alors, je vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même. Et pour ce faire, je vous ai offert le dialogue avec les cellules que vous retrouverez sur la page de symphonie.life. Et le dialogue avec les cellules dure 22 minutes et c'est une guidance que vous pourrez adapter à votre façon par la suite et vivre selon les étapes que vous voulez. Mais c'est une guidance en différentes étapes qui dure 22 minutes et qui a pour but de favoriser votre guérison, non pas comme un outil extérieur qui vient vous guérir, mais comme une guidance qui va favoriser un contact avec vous-même. De la même façon, l'invocation de la flamme violette, c'est une invocation d'une fréquence élevée pour favoriser le rapport à soi-même. Alors, Elisabeth nous dit, le karma n'existe pas car créé dans l'illusion de la matrice artificielle. Alors, je ne vois pas votre question dans tout ça. Elisabeth, vous faites une affirmation. Est-ce que vous me demandez si je suis d'accord ou pas d'accord? Alors, c'est une question de karma. Alors, le karma a plusieurs interprétations. Le karma peut être interprété facilement comme l'effet de ce que l'on crée, c'est-à-dire que l'on émane, parce qu'on est une structure énergétique, parce qu'on est énergie, parce que l'énergie circule, eh bien, l'on a des émanations, des vibrations. Nos vibrations sont totalement imprégnées de ce que l'on est, de ce qu'on exprime. Donc, autant toutes nos beautés que nos difficultés, que nos colères, les différentes émotions. Donc, à partir de ces émanations, on attire à nous des éléments. Alors, ce processus d'attraction, il n'est pas limité dans le temps. Alors, souvent, des gens, par exemple, vivent un événement et tentent d'observer, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour attirer cet événement? Et ils regardent à court terme. Mais en fait, il y a des expressions qui peuvent s'échelonner sur des années, des décennies, voire des vies, pour générer des effets. Donc, on pourrait dire que le karma est associé, intimement interrelié à la loi de l'attraction, c'est-à-dire que l'on attire en fonction de ce que l'on émane. Alors, tout simplement. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Vous nous dites c'est créé dans l'illusion de la matrice artificielle. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là, et Elisabeth, mais je suis d'accord du fait que le karma n'existe pas comme un élément donné, c'est-à-dire que il n'est pas une charge que l'on subit, ce n'est pas un élément qu'on crée qui reste là fixé, c'est toujours en mouvance et c'est un phénomène d'attraction qui est associé à cela. Donc, il n'existe pas en tant que tel, il n'y a pas de mauvais karma ou de bon karma qui existe absolument. Il y a toujours l'effet de ce que l'on produit et qu'on peut changer continuellement. Alors, oui, et Evelyne, Elisabeth nous disait, oui, pouvez-vous nous en dire quelques mots? En fait, le karma, je trouve que c'est un élément intéressant et j'aime bien le démystifier parce que c'est vu comme une charge négative qui est une espèce de lourdeur que les gens portent. Et j'aime voir comment nos émanations se diffusent, rencontrent les émanations d'autres et l'on crée ainsi subtilement à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ce que l'on crée peut se transformer aussi. Alors, par exemple, il y a des gens qui ont des clairvisions, il y a des gens qui font des rêves prémonitoires. Et ces gens-là vont vous dire que quelquefois, les visions qu'ils ont eues ne se produisent pas, ne se réalisent pas. De la même façon, les rêves prémonitoires ne se réalisent pas toujours. Et pourquoi alors ça ne se réalise pas? Tout simplement parce que tout est continuellement en mutation. Je m'explique. Si, par exemple,
une personne, par un ensemble d'expressions colériques, a tendance à attirer certains types d'événements, eh bien, elle peut se changer à tout moment, changer ses états, ses attitudes, ce qui va changer ce qu'elle attire. C'est pour ça que je suis d'accord avec Elisabeth, comme le karma n'existe pas comme une charge inéluctable qui va se produire, parce que tout est continuellement en transformation. Le processus d'attraction existe, et en même temps, ce que l'on a tendance à attirer aujourd'hui peut être transformé demain en fonction de nos pensées, nos états, nos attitudes, nos comportements, nos expressions, nos paroles. Ça se transforme continuellement. Alors, je m'approche de l'écran pour voir les messages. Karina nous dit, autre question concernant la création d'écolieux en Europe et au Canada. Où en êtes-vous et comment voyez-vous les choses dans la construction de ce nouveau mode dans le domaine de l'habitat? Eh bien, d'abord, globalement, je suis persuadé que les différents types d'habitats, qu'on les appelle oasis de lumière, moi je les appelle cellules de vie, on les appelle habitats regroupés, écolieux, sont des formes de regroupement d'individus à échelle humaine associés à des buts, des objectifs précis. Alors j'aime bien voir que notre nouveau monde sera un monde où les gens sont rassemblés par cellules, des cellules qui ont un but, une raison d'être, une thématique, comme par exemple une cellule spirituelle, une cellule d'autonomie alimentaire, une cellule artistique. Et évidemment, dans chaque cellule, il y a différentes personnes, différents groupes d'âmes qui se sont rencontrés, et chaque cellule est autonome, mais intimement interreliée à d'autres cellules, et les cellules sont en interrelation, en communication, et tout ça se passe à échelle humaine. Donc, j'aime l'idée de déjà commencer des écolieux, des habitats groupés, et que chacun puisse commencer à imaginer quel type de groupe de vie le stimule particulièrement. Alors, je pense qu'il est intéressant qu'il n'y ait pas qu'un seul modèle et que il y a des types de personnes avec des aspirations particulières, des envies de déploiement particuliers qui vont avoir envie de se regrouper. Alors, l'important pour moi, c'est qu'il y ait un objectif au regroupement et qu'il y ait une orientation. Si les gens se regroupent simplement pour l'entraide, c'est beau en pratique, mais après ça, si les gens sont de différentes orientations, c'est difficile à organiser. Donc, on commence à se regrouper par orientation, par but, parce que comment on veut vivre et pourquoi on veut vivre cela. Donc, je trouve que c'est vraiment l'orientation qui va se déployer et exister dans le nouveau monde. Maintenant, on me demande où est-ce que moi j'en suis. Eh bien, je suis venu en Europe là pour plusieurs mois, justement pour rencontrer plusieurs personnes dans plusieurs lieux différemment. Et après les premiers mois, après avoir rencontré vraiment beaucoup de gens, je suis en période d'intériorisation et d'inspiration quant à cela, parce que je me rends compte que les gens ont d'abord un vocabulaire commun, mais ensuite, ils ont des orientations, des idées vraiment très, très, très différentes. Et je suis en période là de révision. J'avais déjà une vision, et là, je suis en période de révision. Alors, c'est sûr que je devais écrire à chacun depuis quelques mois qui s'était manifesté, et je n'ai pas écrit parce que l'orientation que je voyais est si différente pour chaque personne
que je me laisse inspirer pour en arriver à quelque chose qui va être stimulant pour moi et tous les gens qui vont s'y intéresser particulièrement. Et cette révision est justement générée par le fait que je me rends compte que les gens veulent vivre des choses assez différentes, dans des orientations différentes, et il y a des énoncés qui sont clairs, mais dans un ensemble qui est souvent pas assez défini. Je trouve que c'est intéressant de bien se définir, non pas de se mettre dans un carcan, mais de bien se définir avant de vraiment aller de l'avant. Alors, Elisabeth, le karma n'existait pas, car créé dans l'illusion. Alors, j'ai déjà parlé de ça à 2 reprises, on continue. Anne nous dit, mon manque de concentration perdure ma méditation, mon écoute d'un enseignement. Comment être plus présente à ce qui est? Voilà une question assez intéressante. En fait, très souvent, je veux dire, ne vous concentrez pas, centrez-vous. Pour moi, il y a une différence entre la centration et la concentration. La concentration, c'est une fixation intense sur un sujet. Vous vous rappelez, lorsqu'on étudiait, peut-être vous étudiez encore, et ça génère une fatigue sur une longue période. Quelquefois, par exemple, dans un processus de transmutation que je guide, je vais inviter un moment de concentration de 1 minute ou 2 minutes. Et par la suite, et avant, je propose la centration. Donc, je vous propose aussi la même chose, Anne. Ne faites pas d'effort pour vous concentrer sur quelque chose, mais soyez centré d'abord sur l'objectif et le processus que vous voulez vivre. Par centré, je veux dire d'être présente et de savoir pourquoi vous êtes présente. Alors, si vous avez de la difficulté à vous centrer, si vous êtes, par exemple, happé par quelque chose d'autre, ben c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que chaque expérience contribue à notre évolution. Donc, si vous êtes happé, quand vous me dites que vous n'êtes pas concentré pendant une guidance ou une méditation, c'est que vous êtes distrait probablement. Alors, la distraction a ses causes. Alors, qu'est-ce qui vous distrait? Commencez par poser votre attention sur qu'est-ce qui vous distrait et qu'est-ce qui fait en sorte que ces éléments, ces thèmes sont importants au point de vous distraire. D'autre part, est-ce que vous avez vraiment choisi un mode méditatif? Avez-vous choisi un mode méditatif qui vous convient? Ou êtes-vous en train d'essayer de forcer quelque chose? Alors, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque, par exemple, vous choisissez de partager avec un ami sur un thème qui vous intéresse, eh bien, vous êtes présent, vous êtes centré, vous êtes à l'écoute de ce que la personne dit. Évidemment, ce que vous dites, vous y êtes attentif aussi, vous choisissez vos paroles. Par contre, peut-être avez-vous déjà vécu une expérience où quelqu'un vous parle, vous n'avez pas vraiment d'intérêt et vous avez tendance à vous disperser. Alors, d'abord, il faut voir l'intérêt. Y a-t-il un intérêt réel? Et s'il n'y a pas d'intérêt, c'est peut-être pas à la méditation, mais au mode de méditation. Y a-t-il un intérêt particulier sur une forme de guidance, sur le but ou l'orientation de cette guidance? Essayez d'abord de placer l'intérêt relatif que ça a pour vous. Ensuite, voyez qu'est-ce qui tente de vous distraire. Alors, il y a le mental qui nous distrait souvent, presque tout le monde, dans des moments de méditation. Alors, ce qui est intéressant à réaliser, c'est que la méditation, c'est pas une période, disons, si vous tentez de méditer pendant 30 minutes, c'est pas 30 minutes de concentration et c'est aussi difficile d'avoir 30 minutes de centration. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, d'abord,
votre mental est un outil qui est naturel, qui est important et qui va servir. Par exemple, ça sert des analyses, ça sert des synthèses, ça sert des réflexions. Mais évidemment, il n'y a pas que cela. Il y a des inspirations, il y a des sensations, il y a des moments d'ouverture, il y a des moments d'union. Or, dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle vous avez été probablement éduqué, il y a une grande emphase mise sur l'intellect et la part du mental. Ce qui fait qu'une grande majorité de gens ont tendance à donner beaucoup de pouvoir au mental inconsciemment, déjà à partir des études à l'école primaire, secondaire et ainsi de suite. De plus, notre société a tendance à revaloriser tout ce qui vient du mental. Donc, ce qui fait qu'on est une société assez mentale et on a peut-être développé l'habitude de donner un pouvoir au mental et le mental prend la place. Alors, lorsque tout à coup on ferme les yeux, tranquille, intériorisé, le mental cherche à prendre la place. Il cherche d'une part à nous éviter de nous perdre, il cherche à nous aligner et aussi il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter et quand on se place en état d'ouverture, de tranquillité, eh bien le mental arrive. Je vous donne souvent une analogie. Si vous avez des enfants, vous avez eu des enfants, vous verrez bien l'orientation. Imaginons que vous êtes très, très affairé dans la maison. Vos enfants veulent vous dire quelque chose, mais vous êtes tellement affairé, vous allez dans tous les sens qu'ils ne semblent pas parvenir à vous dire ce qu'ils veulent vous dire. Et tout à coup, vous décidez de prendre une pause, de vous asseoir, prendre votre souffle un peu. Et là, les enfants, voyant que vous n'êtes plus affairé pour un instant, eux, ils arrivent. Alors, dès que vous voulez prendre une pause, les enfants arrivent avec leurs questions, leurs sollicitations. Eh bien, je fais l'analogie avec le mental. Alors, le mental, il fonctionne continuellement et vous êtes affairé à des sujets et d'autres sujets, etc. Et dès que vous posez, eh bien, il y a des sujets que vous n'avez pas eu le temps de traiter qui, tout à coup, vous sollicitent. Alors, le mental prend beaucoup de place et ça se passe comme ça. Maintenant, l'idée, c'est que on centre l'attention, par exemple, sur la respiration. À partir du moment où vous dites, moi, je veux entrer dans un espace de méditation. Encore faut-il s'entendre sur la méditation. Aujourd'hui, tout ce qui est les yeux fermés, l'intériorisation est considéré comme méditation. Il y a différents modes de méditation, il y a différentes rencontres de soi. C'est à vous de définir qu'est-ce que vous voulez vivre. Si vous voulez vivre une période, non pas de vide, parce que dans la méditation, vous ne faites pas le vide, vous faites le plein de la vie, vous faites le plein d'énergie, vous vous unissez à la vie. Et donc, si c'est ce que vous voulez vivre, vous fermez les yeux, je vous invite à poser votre attention sur votre respiration. Vous pouvez même dire « j'inspire », je suspends le souffle et j'expire. J'inspire, je suspends le souffle et j'expire. Qu'est-ce que ça fait? D'abord, vous placez votre respiration d'une part et d'autre part, vous occupez le mental pour éviter qu'il vous distrait avec d'autres thèmes. De la même façon, vous pouvez utiliser une phrase ou des mots qui représente ce que vous voulez mettre en évidence ou rehausser dans votre vie. Alors, par exemple, vous pouvez dire amour, compassion, joie. Amour, compassion, joie. Vous répétez au rythme que vous voulez et à des rythmes qui peuvent changer. Par moments, vous le dites plus rapidement. Amour, compassion, joie. Amour, compassion, joie. Amour, compassion, joie. Eh bien, ça se répète. Pourquoi? Eh bien, parce que la répétition a tendance à favoriser un état de calme et du calme du mental. Je reviens à l'enfant. Lorsque la mère porte un enfant, eh bien, l'enfant est bercé par deux choses, le son et le rythme. Le son du cœur,
qui est un rythme continu, répétitif, et le mouvement que cela provoque. Alors, vous vous êtes sûrement rendu compte que par moment, lorsque l'enfant est né, eh bien, vous le posez sur vous, il entend votre cœur, ça le calme. Il entend le rythme de votre respiration, ça peut le calmer aussi. Et puis, quelquefois, vous faites des sons, ah, 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 qui entraînent du calme. Donc, le son et le mouvement vont calmer. Donc, si vous avez tendance à être distraite, vous pouvez répéter à haute voix, et vous pouvez aussi faire un mouvement. Amour, compassion, joie. Eh bien, ces mots deviennent un mantra. Un mantra, c'est un énoncé ou des mots que l'on répète et dont le sens profond nous touche au niveau du cœur. Alors, même si vous ne connaissez pas, vous avez un mantra en sanskrit, même si vous ne connaissez pas la signification, la sonorité fait en sorte de toucher le cœur selon ce que le mot veut dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de intellectuellement connaître la signification parce que la vibration du mot résonne en vous. Alors, je vais dire, posez votre attention sur votre respiration, utilisez des mots, un mantra, utilisez un mouvement, après avoir vraiment choisi votre mode méditatif. Alors, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça, c'est clair? Huguette nous dit comment concilier notre présence à la lumière et la prise de notes. La prise de notes. Alors je m'imagine, Huguette, que vous nous parlez d'un environnement particulier où il y a un guide, un enseignant qui vous transmet des éléments. En fait, quand vous êtes dans un espace d'ouverture pour accueillir la lumière, pour élever votre fréquence, pour vous ressentir, pour entendre vos voix intérieures, pour vivre un moment d'élévation, eh bien, ce n'est pas un moment pour prendre des notes. Prendre des notes sollicite le mental. Alors, souvent, quand je vais offrir des guidances, je vais dire, tiens, je vais vous guider ou je vais vous transmettre une expérience et après, on pourra ensemble synthétiser, prendre des notes de la synthèse pour pouvoir le revivre. Alors, ce que je vous suggère, c'est de vivre l'expérience une fois sans prendre de notes pour être vraiment dans la sensation. Et là, vous pouvez vous accueillir votre lumière, accueillir la lumière de la vie, de l'univers, du divin. Et si vous avez aimé le processus, eh bien par la suite, vous pouvez prendre des notes si vous voulez pour le revivre ou pour le mettre à votre façon à vous. Est-ce que je réponds bien à votre question? Maria nous dit « Famille d'amour et lumière, contente de vous retrouver. » C'était pas une question, merci, je suis content de vous retrouver aussi. Alors, Françoise, comment favoriser l'ouverture de notre cœur et l'amour inconditionnel? Ah, ça, c'est une grande question. Je vais boire un peu d'eau pour y répondre. Pour favoriser l'ouverture du cœur, vous êtes invités à commencer par vous connaître et vous reconnaître. En soi, les gens, les personnes vivent dans leur vie des blessures. Des blessures qui génèrent généralement des peurs d'être blessés à nouveau. Quelquefois, les blessures se répètent, elles sont récurrentes, les peurs augmentent et génèrent des croyances, génèrent des états, des attitudes face à la blessure, face à la peur que ça revienne. Alors, il y a tout un ensemble de mécanismes. Tout ça, ça se crée généralement inconsciemment. En fait, la structure se crée inconsciemment. C'est la structure du personnage, de la personnalité, qui se crée au départ pour nous protéger.
Et puis, progressivement, cette protection est envahissante et lourde et fait l'inverse de nous protéger, mais favorise vraiment le déséquilibre et la dégénérescence. Alors, je commence comme ça pour vous dire que ouverture du cœur, c'est d'abord et avant tout l'ouverture du cœur vers soi-même. Beaucoup de gens ont de la difficulté à s'aimer parce qu'ils ont de la difficulté à aimer leurs blessures, leurs peurs, les réactions à tout cela, les attitudes, les états, les comportements qui proviennent de ces peurs, qui sont conditionnés par tout ce mécanisme, toute cette structure. En fait, les blessures, les peurs conditionnent des états et des comportements. Et beaucoup de gens se rendent compte que finalement, soit leurs paroles, leur comportement, leur état, leur attitude, c'est pas exactement ce qu'ils voudraient, mais c'est comme une réaction. Ils ont de la difficulté à aimer ça. Eh bien, ce que je dis, c'est que ça, cette structure-là et cette façon d'être n'est pas vous, n'est pas vous. C'est un programme qui s'est installé et ce n'est pas vous. Alors, quand je vous dis, commencez par vous connaître, allez plus profondément. Vous n'êtes pas vos blessures. Vous vivez des blessures, mais vous n'êtes pas les blessures. Vous êtes influencé par vos peurs, mais vous n'êtes pas vos peurs. Vous avez des croyances, mais vous n'êtes pas vos croyances. Vous avez différents types de comportements, de réactions, mais vous n'êtes pas cela. Vous êtes autre chose. Fondamentalement, vous êtes un être qui est mu par une pulsion de vie, une pulsion d'amour. Vous avez envie de vivre, vous avez envie d'aimer. Alors, commencez par reconnaître ça en vous. Vous avez envie d'exister, vous avez envie de participer. Je dis dans mes mots, vous avez envie de collaborer à l'œuvre commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez envie de participer, de sentir que vous êtes utile. Très souvent, les gens qui sont plus âgés vont dire que une des grandes difficultés qu'ils vivent, c'est de ne plus se sentir utile. Pourtant, ils ont tellement à offrir, mais si effectivement ils ne se sentent plus utiles, la vie perd de son sens. Alors, osez vous dire que vous avez envie de vivre, vous avez envie de créer, vous avez envie d'exister en fonction de qui vous êtes et non pas en vous comparant à qui que ce soit. Une des difficultés, c'est la comparaison. Parce que, évidemment, si vous prenez un thème, par exemple, votre capacité d'écoute, votre qualité d'écoute, il y aura toujours quelqu'un qui a une qualité d'écoute plus grande. Alors, si on se compare, on a tendance à se diminuer parce qu'il y a toujours quelqu'un sous un thème ou sous un autre qui a un développement plus grand. Alors, si par exemple, tiens, j'ai beaucoup de patience, mais il y a quelqu'un qui a plus de patience que vous. Et alors, si vous vous comparez, vous vous rendez compte qu'il y a toujours quelqu'un qui semble supérieur, mais je vous dis, ne vous comparez pas parce que c'est l'ensemble de ce que vous êtes qui est merveilleux. Or, prenez le temps d'abord d'aimer votre envie de vivre, aimer votre envie d'aimer, aimer votre envie d'être utile, de collaborer, aimer votre envie de liberté, votre envie de fraternité. Aimez ça en vous. Puis, voyez quels sont les aspects de vous qui sont des beautés intérieures, sans les comparer. Alors, quelqu'un va dire, j'aime mon sens de l'humour, j'aime mon attitude pacifique, j'aime ma qualité d'accueil. Eh bien, une des choses que je propose le plus souvent, faites une liste de toutes vos qualités et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à aimer chez vous. Alors, pourquoi je commence comme ça? Parce que à partir du moment où quelqu'un ne s'aime pas, la recherche de l'amour, de l'ouverture du cœur, de l'amour inconditionnel est difficile parce qu'il y a une forme d'attente, il y a une forme de besoin par rapport à ça. À partir du moment où vous commencez à reconnaître les aspects de vous qui sont de véritable beauté, aussi humble, aussi simple que ça peut paraître, ce sont des beautés. Et vous avez des amis qui vous aiment pour ça et qui vous aiment pour des éléments que vous n'avez pas reconnus vous-même.
Alors, à partir, après avoir observé en profondeur ce que vous aimez de vous, demandez à vos amis, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui de moi te stimule? Et vous allez voir que vos amis vont vous faire découvrir des aspects de vous qu'ils aiment profondément et que vous avez avantage à aimer. Par exemple, vous avez un ami qui va vous dire, j'aime la présence, la qualité de présence que tu as. Ça me donne envie d'être plus présent. Un autre va vous dire, j'aime la sensation de paix qui émane de toi. Peut-être que vous êtes toujours senti nerveux et agité et que vous allez vous rendre compte que vous avez 2, 3 amis qui vous disent, tiens, j'aime la sensation de paix, la sensation d'harmonie. Et vous allez vous dire, mais tiens, si ces amis aiment ça de moi, je peux l'aimer aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que vous pouvez aimer les autres avec de moins en moins d'attente. Alors ça commence comme ça, moins d'attente. Pourquoi? Parce que vous vous reconnaissez. D'autre part, vous pouvez définir pourquoi vous aimez les gens. Pour ce qu'ils vous offrent, vous aimez les gens pour ce qu'ils sont. Et pourquoi vous aimez les gens dans ce qu'ils sont? Vous allez découvrir chez un ami d'abord la vie. Vous aimez la vie dans cette personne. Vous aimez sa capacité de s'émerveiller. Vous aimez son sourire. Vous aimez sa joie. Vous aimez sa bonhomie. Donc, vous aimez ses beautés. Vous aimez son énergie. Vous aimez ses vibrations. Vous aimez ses beautés. Alors, vous vous aimez, vos amis vous aiment, et vous commencez à aimer les beautés dans l'autre. Donc, il n'y a plus d'attente. Il y a de moins en moins d'attente. Et vous commencez à aimer de plus en plus sans condition. Alors, c'est un processus. Là, je résume ça. Alors, j'ai hâte qu'on recommence en salle. J'ai un atelier d'une journée qui est sur l'amour de soi pour favoriser justement cet amour inconditionnel par la suite. J'essaie de le mettre en ligne ici, je peux bien tout. Alors, n'oubliez pas de mettre des points d'interrogation s'il y a des questions, sinon je vais passer tout droit. Et si j'ai passé tout droit votre question, n'hésitez pas à la reposer. Alors, par exemple, Vincente, vous me posez une question. J'aimerais savoir comment conserver mon énergie lors de mes soins, car je me sens assez fatigué le soir et j'ai des nuits agitées. Alors ça, c'est intéressant aussi, non seulement pour les énergéticiens, mais pour tout le monde, parce qu'il y a des énergéticiens qui offrent des soins énergétiques, mais tout le monde est dans une offrande d'une façon ou d'une autre. Vous êtes dans une offrande à vos enfants, de votre présence, de votre amour. Vous êtes dans une offrande à un ami, d'écoute. Vous êtes dans une offrande d'un voisin ou d'un marchand qui vous demande quelque chose, qui vous demande de l'attention. Donc, on est quasi continuellement dans l'offrande. L'énergéticien offre de façon spécifique dans un soin. Et l'infirmier offre aussi durant toute sa journée, comme le médecin, comme la personne qui fait de la massothérapie, de l'ostéothérapie, comme la personne qui fait de l'art, la personne qui fait une peinture. Elle s'offre à sa peinture et la peinture va l'offrir à la vie par la suite aux gens qui la regardent. Donc, on est dans une forme d'offrande. Or, à partir de là, voici comment je vous propose de voir les choses. J'ai dit tout à l'heure qu'on était de l'énergie. On est une structure d'énergie en mouvement. Cette structure d'énergie peut s'user. S'il y a de la dégénérescence, eh bien, ça signifie qu'il y a une diminution de rythme vibratoire, une diminution de fréquence qui entraîne de la fatigue. Souvent, la fatigue est un premier signe et accompagne la dégénérescence, qu'elle soit physique ou psychique. Alors, dans la perspective des soins ou de toute autre forme d'offrande, parce que je trouve qu'on est tous des soignants les uns pour les autres, eh bien, on émet nos vibrations naturellement sans effort et notre énergie, elle est là. On ne la donne pas et personne ne nous la prend. Elle est là. Par contre, il se peut que dans la concentration, dans un surplus de travail,
dans un surplus de sollicitation ou dans beaucoup de projections vers soi, il se peut qu'il y ait une fatigue qui se crée, qu'il y ait une diminution de fréquence. Quand j'enseigne les soins énergétiques, je dis aux gens, si vous vous concentrez d'une part, vous allez sentir que vous êtes plus fatigué. Si vous avez besoin de guérir, si vous voulez guérir, eh bien, vous allez vous sentir plus fatigué. Ce qui est important, c'est que votre intention soit pour stimuler le meilleur de l'autre. Donc, pas votre énergie que vous donnez. Votre énergie, elle est là. Vos vibrations émanent de vous. Avec votre énergie, vous stimulez l'énergie de l'autre. Alors, si vous êtes fatigué, c'est peut-être parce que justement, vous avez tenté de faire un effort de guérir l'autre, ou vous vous êtes concentré trop dans le soin ou dans ce que vous faites, et ça crée de la fatigue. Alors, ce que je vous propose, c'est d'être centré dans votre soin, de ne pas vous concentrer, mais d'être bien centré, d'être présent à l'autre, d'être à l'écoute de vous aussi pendant le soin, comme dans toute œuvre de vie. Alors, quelqu'un qui fait un travail dans un bureau, je lui dis par moment, c'est important de prendre une pause, c'est important de s'asseoir, respirer, se détendre. Et bien pour l'énergéticien aussi, même dans le cours d'un soin. Dans le cours d'un soin, on ne va pas s'asseoir loin de son sujet, de son patient. Et il est par moment, on peut juste se déposer un peu, prendre quelques respirations, se détendre, relâcher les tensions sur les épaules, parce que quelquefois dans des soins, selon les pratiques que vous avez, eh bien c'est exigeant physiquement. Alors, parce que souvent les bras sont levés, il y a des positions, les jambes aussi travaillent énormément, on est en mouvement et en mouvement subtil. Donc le subtil, le physique œuvrent ensemble. Donc il y a plusieurs exigences. Alors, même dans un soin, je disais quelquefois, quand vous sentez que c'est trop exigeant, alors vous restez en contact visuel, vibratoire avec votre patient et vous prenez quelques instants, 1 minute de détente pour continuer. C'est ce que je vous propose. Donc, c'est ce que je propose à tout le monde. Je parlais du peintre. Bien, le peintre, il est là, il peint, et il se peut qu'il est dans toute sa vie. Il veut transmettre. C'est lui, c'est son inspiration, mais c'est lui qui est aussi dans l'inspiration. Et il se peut qu'à un moment donné, il soit fatigué, et la fatigue va faire en sorte qu'il transmet aussi une tension. Donc, l'énergéticien peut transmettre une tension s'il est fatigué. Donc, si vous êtes tendu, détendez-vous. Ça, c'est important. Evelyne nous dit, dans la vidéo Dialogue avec les cellules, vous parlez de cellules souches, de la moelle souche, de la moelle osseuse, oui, à l'intérieur de nos omoplates. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? En fait, les cellules souches sont des cellules vierges. Ce sont des cellules qui n'ont pas été imputées ou affectées à une fonction. Alors, quand vous naissez, vous avez ce beau petit corps, et puis vous avez tous les organes, vous avez différents tissus, le sang, c'est un tissu sanguin, un tissu osseux, et tous les organes. Donc, vous êtes composé de cellules, une infinité de cellules. Et puis, les cellules sont affectées à des fonctions. Il y a des cellules de l'estomac, elles ont des fonctions. L'estomac va secouer, brasser, stériliser la nourriture, la déchiqueter, en fait, et pour la transmettre par la suite. Donc, les cellules du tissu, de la membrane de l'estomac, connaissent leurs fonctions. Même chose pour le foie, le tissu osseux aussi. Alors, ce sont des cellules qui sont imputées, affectées. Il y a aussi, dès la naissance, des cellules vierges, c'est-à-dire des cellules qui n'ont pas eu de fonction qui leur a été attribuée. Ça fait partie de la perfection de l'être humain. D'ailleurs, dans le cordon ombilical, vous vous souvenez, peut-être certains d'entre vous, que avant le cordon ombilical, il était jeté. Maintenant, la médecine s'est rendue compte qu'il y a vraiment des cellules souches dans le cordon ombilical qui peuvent être récupérées. Alors,
Il y a des cellules souches qui circulent, vont circuler dans le sang, qui vont habituellement se loger dans la moelle osseuse. Évidemment, dans les gros os, comme les hanches, le bassin ou les omoplates, eh bien, il y a plus de moelle osseuse, plus de cellules souches. Les cellules souches sont dans la moelle osseuse. J'ai dit précédemment que le corps de l'être humain, qui est un corps conscient, est fait de cellules. Les cellules sont conscientes aussi. Les cellules vont naturellement vivre un processus de régénération lorsqu'il y a des usures ou lorsque c'est abîmé. Donc, on se répare continuellement. N'en doutez pas, ça se passe continuellement pour vous. Chaque jour, il y a des cellules en vous qui se recréent à des rythmes différents selon les organes, les tissus dans lesquels elles sont. Mais rappelez-vous, par exemple, quand vous trébuchez, imaginons que vous trébuchez et que il y a un morceau de peau qui est déchiré. Alors ça saigne, vous arrêtez le sang, vous mettez un bandage, et puis peu à peu, il se fait une gale. Et puis quelques jours après, éventuellement, la gale va tomber et il y a une belle peau neuve rose qui s'est installée. Eh bien, la peau s'est recréée. La peau se régénère continuellement, comme tout, même les cellules du cerveau cérébral hein, se recréent. Alors, il y a différentes façons dont le processus de régénération se fait. Une de ces façons, c'est celle des cellules souches qui arrivent. Donc, les cellules souches de la moelle osseuse vont se présenter sur les lieux d'un organe, par exemple, s'il y a des cellules cancéreuses, des cellules très détériorées qui vont être dissoutes, eh bien, des cellules souches peuvent venir les remplacer. Bon, je ne suis pas un médecin ou un expert, je vous dis simplement ce que j'ai vu en regardant un corps attentivement et la double vision s'est manifestée. Les cellules souches viennent remplacer des cellules. C'est une façon de régénérer des tissus. D'autre part, sachez que des cellules qui sont saines ont tendance aussi à se régénérer elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une cellule saine vit sa vie, elle va être active et éventuellement avoir un rythme de dégénérescence, elle va s'user en mots simples, et donc elle va avant se diviser. Donc par division, elle va créer une autre cellule. Donc une cellule se divise en deux, et comme un organisme unicellulaire qui se reproduit, la cellule a cette capacité de se reproduire. Donc il y a la cellule mère et la nouvelle cellule, et peu à peu la cellule mère qui dégénère, eh bien cède sa place et la nouvelle cellule prend sa place. C'est comme ça aussi qu'il y a de la régénération. Et lorsqu'il y a quelquefois un bris, un accident, une rupture ou quelque chose, les cellules souches peuvent venir à la rescousse. Je fais simplement ça bref, synthétisé, et dans certaines formations, je vais plus loin dans tous les moyens de régénération du corps. Alors, Vincente nous dit, je l'ai vu celle-là. Nathalie, j'aimerais savoir si la peur qu'on peut éprouver dans certaines situations nous empêche d'être connectés avec nous-mêmes. Comment retrouver le chemin vers soi-même quand on a perdu sa route après un traumatisme? Eh bien, la peur ne crée pas une déconnexion d'avec vous-même, mais elle va contribuer à conditionner des états, des pensées, des attitudes, des paroles. Elle va provoquer des réactions. Donc, ce n'est pas que vous êtes déconnecté d'avec vous-même, parce que si vous étiez déconnecté, alors là, vous n'existeriez plus, parce que la peur n'est pas vous. La peur est une structure illusoire, mais qui crée comme un voile autour de vous. Toutefois, on dit souvent en termes populaires, tiens, je suis déconnecté. Donc, au niveau en surface, on pourrait dire, oui, si vous êtes envahi par la peur, vous n'êtes plus connecté avec vous-même parce que la peur n'est pas vous. Au niveau énergétique, vous êtes toujours vous-même. C'est-à-dire, par contre,
vous êtes voilé de vous-même. C'est une question de vocabulaire, donc vous pourriez dire que vous êtes en partie déconnecté ou vous êtes voilé de vous-même, plus la peur prend place. Donc, si vous avez eu un traumatisme, la peur s'installe, comme je l'ai dit plus tôt, si vous avez une blessure, eh bien, c'est tout à fait naturel que l'être humain ait peur d'être blessé ou de souffrir à nouveau. Maintenant, il a posé son attention sur le sens profond de cette blessure et ce qu'il a à changer. Alors, je vous fais un exemple simple. Si, par exemple, quelqu'un marche dans un sentier, trébuche et tombe de 3 mètres, il se baisse et il souffre beaucoup. Alors, il peut développer la peur par la suite de marcher dans un sentier près d'un ravin. Or, l'important, ce soit qu'il aille voir au plus profond de cette peur et qu'il la rencontre, cette peur. Donc, faire face à sa peur, non pas pour l'affronter, mais pour la rencontrer et permettre que cette peur, qui est tout à fait naturelle, puisse livrer son message. Et c'est quoi son message? Et son message n'est pas parce que vous avez tombé, parce que vous avez eu ceci, des mauvaises pensées, ou ci, ou ça, ou n'importe quoi. Alors la peur peut vous dire, soyez présente. Alors, à partir du moment où on capte le message de la peur, alors on peut avoir un choix de pensée, d'orientation qui va permettre que la peur puisse se dissoudre. Ce que je veux dire par là, c'est que la peur a sa raison d'être. La peur vient vous livrer un message. Je vois plusieurs personnes, par exemple, qui tombent, qui se blessent, mais qui se disent, mais qu'est-ce que je fais pour être blessé? Quelquefois, on cherche comme s'il y avait une punition, il y a quelque chose qu'on a mal fait, qu'on devrait avoir une punition, mais il se peut que tout simplement, on a tombé parce qu'on n'était pas présent. Alors moi, qui ai guidé des groupes en forêt, en montagne, j'ai vu des gens être blessés parce qu'ils regardaient le ciel alors qu'ils descendaient un escalier comme ça, et abrupt. Alors, en regardant le ciel, ils ont manqué de marche, ils se sont blessés. Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre de cette blessure? Ils ont à comprendre d'être présents aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de se concentrer sur les marches, mais d'être présent et peut-être de choisir de s'arrêter pour prendre la photo, pour regarder le ciel. Ça semble tout simple, mais c'est vrai que quelquefois on cherche des messages ésotériques à des choses très simples. Or, il y a des messages qui sont aussi très, très profonds. Vous avez vécu un traumatisme, alors il est intéressant d'aller dans la peur, puis de voir qu'est-ce que cette peur veut vous signaler. Tout comme vous pouvez demander à votre corps, qu'est-ce que ce traumatisme, où est-ce qu'il est le traumatisme? Est-ce qu'il est physique, par exemple? Il peut être psychique. Donc, s'il est physique, vous pouvez demander aux cellules de votre corps, qu'est-ce que ce traumatisme, qu'est-ce que cet accident et la blessure, qu'est-ce que vous avez à transformer par la suite? Si, par exemple, le traumatisme est psychique, ça veut dire qu'il y a donc de fortes émotions associées à ça, il s'agit d'aller voir, de suivre l'émotion, voir à l'intérieur de nous. Quels sont les messages? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un peu plus complexe avec l'émotion, et souvent je vais suggérer qu'il y ait un accompagnement, parce que l'émotion est aussi un signal, comme la douleur est un signal. L'émotion est un signal qui nous invite à un choix. Maintenant, pour bien comprendre, il est intéressant d'aller voir à l'intérieur de soi. Je m'explique. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui est très dur, colérique face à vous-même, qui est en colère, vous pouvez vous dire, tiens, je me sens mal, je me sens traumatisé à cause de sa colère. Alors, c'est certain que la colère de quelqu'un qui est projeté vers nous n'est pas agréable à vivre. C'est certain que c'est provoquant. Parallèlement, on peut aussi à l'intérieur de soi se dire, tiens, cette émotion qui est associée à un malaise ou une peur, un tremblement, cette émotion, elle part de quand? Et là, on peut se dire, tiens, est-ce que ça m'arrive souvent? Est-ce que souvent des personnes en colère ou
est-ce que j'ai souvent cette sensation? Depuis quand? Ça a commencé où? Et qu'est-ce que ça veut me dire? De quoi ça me parle? Alors, ce processus-là a avantage très souvent à être fait avec un accompagnant qui est plus neutre face à vous-même. Aujourd'hui, comme je le disais, je pense la dernière fois, il y a des accompagnants qui œuvrent par thématique. On n'est pas obligé de commencer une thérapie ou une analyse qui dure des mois, des années même. On peut voir un accompagnant et dire, tiens, je veux ici transcender la peur qui est là depuis le traumatisme. Alors, dans la dissolution des peurs, je vous dis, il y a un processus que vous pouvez faire vous-même avec de l'intériorisation et faire face à la peur. Je souvent proposé de symboliser la peur, de prendre un symbole. Même, par exemple, vous faites un rituel. Imaginons que vous avez un vase que vous aimez pas trop chez vous. Et vous dites, je prends ce vase-là, je l'aime pas trop. Et vous dites, tiens, tu symbolises ma peur. Et là, vous lui parlez, toi, ma peur, par exemple, ma peur de souffrir. Qu'est-ce que tu veux me dire vraiment? De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu m'invites à comprendre? Et évidemment, c'est associé à une écoute intérieure. Et ça se développe, l'écoute intérieure. Ça nous invite d'abord à être présent à soi, à créer un espace d'intimité, à développer une complicité. Et ça se fait progressivement. Et c'est le bon moment de commencer. Souvent, je veux dire, n'attendez pas d'avoir quelque chose de majeur pour aller écouter à l'intérieur le sens de cet élément. Parce que si on n'a pas développé cette intimité avec soi, il se peut que on ne saisisse pas. Mais notre être nous livre ces messages. Donc, allez à l'intérieur de vous, développez progressivement la complicité, écoutez vos voix intérieures, vos sensations. Et vous pouvez être accompagné aussi à ce niveau. Ensuite, Joanne nous dit, si nous sommes créateurs de notre vie, c'est-à-dire que nous avons créé avant de naître toutes nos expériences que nous devions vivre pour notre évolution. Eh bien, il y a des gens qui ont cette vision. Joanne, je n'ai pas cette vision, je n'ai pas été guidée dans cette vision. J'ai été choyé dans ma vie, j'ai rencontré des maîtres incarnés, non incarnés, dans différents pays. Et ce n'était pas leur vision non plus, même des maîtres hindous n'avaient pas cette vision que tout est écrit à l'avance. Alors, il n'y a pas ce grand livre dans lequel on écrit tout. Alors, cette notion de créer ou de choisir, il est important de l'observer à un niveau énergétique et vibratoire. Donc, ce n'est pas comme si, par exemple, vous préparez des vacances pour l'été prochain et vous allez tout préparer à l'avance. Donc, ce n'est pas ainsi que l'on crée notre vie. On se présente ici, c'est tout un mouvement énergétique. Ce sont des énergies, des vibrations qui se mettent en place et qui font en sorte qu'on se présente dans une vie avec un bagage qui provient d'expériences passées, un bagage que je nomme aussi nos beautés intérieures, nos qualités, nos dons, et aussi des émanations que l'on a transmises depuis longtemps, qui ont tendance à attirer des expériences et que l'on peut transformer. Alors, notre vie se crée à partir de ce qu'on émane et de ce que l'on est. Alors, elle se crée progressivement. Bien sûr, si un individu est naturellement un soignant, eh bien, je vais dire qu'il a des qualités intérieures de soignant, il a une essence de soignant, et il se peut que dans sa vie, il attire des expériences qui font en sorte qu'il choisit d'être un soignant. Donc, un soignant peut être un infirmier, peut être une infirmière, peut être un médecin, mais peut être aussi un ostéopathe ou être un énergéticien. Il se peut aussi qu'une personne, pour
tout un ensemble de raisons, d'expériences, là, d'entrer dans son plan de vie. Quand je suis né assez affecté au niveau des poumons. Donc, pendant 6 à 7 années de ma vie, j'étais très, très, très malade. J'ai passé plusieurs fois près de mourir. Et j'avais aussi des maux très, très intenses au niveau du ventre. Donc, j'étais un enfant qui était beaucoup dans une coquille, hyper protégée. Et donc, j'ai développé aussi beaucoup de timidité, de difficulté à m'exprimer. Par la suite, il y a eu différents phénomènes qui se sont passés et mon corps s'est guéri. Et peu à peu, en se guérissant, la timidité aussi s'est guérie et j'ai retrouvé mon plan de vie. Mais avant de retrouver mon plan de vie, j'ai quand même orienté des choix dans la gestion, ce qui me ressemble pas, même si j'ai des qualités pour faire de la gestion, ça ne répond pas à qui je suis. Ça m'a pris quand même 30 ans pour entrer dans mon plan de vie. Alors que certains, j'ai connu un monsieur qui était un ingénieur que j'ai rencontré à 80 ans et qui était extrêmement triste, dépressif, qui était seul maintenant. Ses enfants étaient partis de la maison, sa femme avait quitté ce monde. Il était triste, il avait été un ingénieur, il avait l'impression qu'il avait bien fait sa vie, qu'il avait été un bon père, un bon travailleur. Il y avait quelque chose de l'ordre de quelque chose n'est pas assouvi en lui. Et alors, dans le contact, a émergé le poète en lui. Et il s'est rappelé qu'à 15 ans, il faisait des poèmes et il était dans une joie profonde et il s'est remis à faire des poèmes à 80 ans et il a retrouvé la joie. Donc, en fait, pour plusieurs raisons, on retrouve un plan de vie. Mais le plan de vie, c'est pas un ensemble d'expériences déjà écrites. Ce sont des expériences qui se créent à partir, oui, d'éléments qui proviennent du bagage que l'on traîne avec soi. Je dis souvent qu'on n'arrive pas au début d'une vie, on arrive au milieu d'un film. Oui. C'est comme si dans un film, il y a plusieurs tableaux. Notre vie, c'est un tableau dans un grand film. Alors, on arrive au milieu, on a un passé, à partir de notre passé, à partir de qui on est, à partir de nos choix, à partir de comment on rencontre nos blessures. Vous savez, 2 personnes vont vivre exactement la même expérience et en arriver à des inscriptions complètement différentes. 2 personnes, par exemple, il y a 2 adolescents, l'un qui voit jamais ses parents travaillent énormément et il se sent blessé, abandonné. Alors qu'un autre vit la même expérience et il conçoit que ses parents travaillent énormément pour assurer un minimum de bien-être pour qu'il puisse faire ses études. Il est rempli de reconnaissance. Donc, il n'y en a pas un qui a raison et un qui a tort. Je dis simplement que c'est 2 expériences complètement différentes. Il y en a un qui est blessé, l'autre qui est dans la gratitude. Et donc, les blessures et la gratitude vont entraîner des expériences différentes. Alors voilà. Tout s'inscrit au fur et à mesure. Et même quand ça commence à s'inscrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se transformer parce qu'on est continuellement en mutation. Huguette, comment concilier notre présence à la lumière et la prise de conscience de notre part ombre et transmuter cette dernière? Eh bien, on peut l'aborder sous plusieurs angles. On peut dire que l'ombre existe parce qu'il y a la lumière. Hein, c'est 2 parties d'un tout. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Et c'est la lumière camouflée qui génère de l'ombre. Alors, en fait, vous êtes lumière parce que votre âme est lumière, parce que votre esprit est lumière. Les cellules qui sont dans votre corps physique, comme dans les corps subtils, sont des cellules conscientes, donc qui sont associées à l'esprit. Alors, tout en vous est lumière, et en fait, ce que vous appelez l'ombre est un ensemble peut-être de programmes, de pensées, d'états, d'attitudes lourdes, un peu négatives, destructrices,
qui proviennent d'interprétations. Hein. J'en ai donné un exemple. L'adolescent qui interprète que ses parents sont loin de lui, ne l'aiment pas, sont absents, ne sont pas intéressés à lui, versus l'autre qui interprète que ses parents travaillent énormément pour apporter à la famille un minimum de bien-être, supporter les études éventuelles, etc. Donc, un est dans une frustration, une colère, une blessure, et l'autre est dans une gratitude. Comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas du bon et du mauvais, il y a deux expériences différentes. Donc, si l'un exprime sa colère, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ombre? En fait, s'il exprime sa colère, eh bien, en l'exprimant peut-être à ses parents, ils vont avoir l'opportunité de lui expliquer ses choix, leurs choix. Donc, ça peut être intéressant. Et en exprimant sa colère, peut-être même à des amis, qu'il est en colère sur ses parents, mais ses amis peuvent aussi favoriser un angle différent. C'est dans l'expression que les choses se transforment. Donc, la colère n'est pas de l'ombre. Par contre, s'il laisse sa colère enfouie en lui et que ça fait en sorte qu'il devient continuellement acerbe, qu'il devient violent, eh bien, on pourrait dire que sa violence est une forme de manifestation d'ombre parce qu'il n'a pas su exprimer des émotions qui auraient pu amener une vision, une interprétation différente. Alors, vous êtes lumière, vous vivez des expériences qui peuvent contribuer à créer des lourdeurs et d'autres expériences vont se présenter pour vous amener à transformer ce qui est lourd en vous. En fait, ce qui est important, c'est que vous sachiez que tout ce qui est lumière en vous va contribuer à attirer des expériences pour vous illuminer et tout ce qui est plus lourd, que vous pouvez appeler de l'ombre, va aussi émaner de vous et attirer des expériences qui vont vous permettre aussi de changer des choses en soi. Prenez par exemple quelqu'un qui est dont les blessures du passé, les blessures de l'enfance, de l'adolescence, ont créé en lui une peur profonde d'être contrôlé. Et cette peur profonde d'être contrôlé fait en sorte qu'il a tendance à manipuler les gens et à les contrôler parce que c'est pas réfléchi. Et l'on pourrait dire que d'une part, c'est comme s'il va contrôler avant d'être contrôlé. Donc, il manipule, il contrôle. Vous pourriez dire que cette charge en lui, ce poids de manipuler, de contrôler, c'est de l'ombre. Mais en fait, par cette tendance à contrôler, manipuler, parce qu'il porte en lui les thèmes du contrôle et de la manipulation, il va attirer vers lui des expériences dans lesquelles il pourra avoir peur d'être manipulé, des expériences dans lesquelles il sera amené à manipuler. Les expériences vont venir vers lui de telle sorte qu'il a d'autres opportunités de changer sa vision. Quelquefois, ces expériences deviennent si prenantes, si lourdes, qu'il est secoué et il change sa vision. Il est très important de comprendre ça. Souvent, je vais prendre un exemple concret, matériel, physique, pour favoriser cette compréhension subtile. Prenons quelqu'un, par exemple, que peut-être vous avez connu, tant de gens ont connu cette situation, quelqu'un qui vit à la recherche d'une reconnaissance professionnelle, dont le travail est très important, il travaille d'arrache-pied et avec beaucoup de stress. Et il y a tellement de stress, tellement de tension, tellement de nervosité, tellement de fatigue, que éventuellement l'individu n'est pas totalement présent. Et voilà, bang, un accident d'auto. Un accident d'auto ou bien un infarctus qui secoue énormément l'individu. Et quelquefois, l'individu étant secoué, prend le temps de se rencontrer, de se retrouver, de s'observer, de se ressentir, de constater que
il s'est attiré tout de même cette situation difficile parce qu'il était fatigué, épuisé, etc. Et il choisit de changer. Combien d'entre nous avons connu des individus qui, à la suite d'un grand accident, d'un infarctus, d'une maladie, transforment leur pensée, leur état, leur orientation, parce que ça les a amenés en contact avec eux-mêmes. En fait, je ne dirais pas que le stress va provoquer nécessairement un accident ou un infarctus. Le stress provoque de la dégénérescence. C'est sûr, ça provoque de la fatigue, ça provoque éventuellement différents types de situations. Ça provoque des expériences. Le stress n'est pas de l'ombre. Par contre, il se peut que quelqu'un soit stressé parce qu'il veut nourrir continuellement l'image professionnelle de lui-même, parce que quand il était enfant, il s'est fait dire souvent « t'es un bon à rien, t'es un bon à rien, t'es un bon à rien ». Il l'a entendu souvent. Et maintenant, 60 ans plus tard, il ne se rappelle plus de cela. Mais ce qu'il vit, c'est de se prouver et prouver socialement sa valeur avec un travail acharné. C'est un exemple parmi des millions d'exemples. Alors, en fait, ce qui est de l'ombre, c'est sa guerre avec lui-même, mais en fait, ça va générer d'autres expériences. En d'autres termes, son ombre fait partie de ces expériences qui attirent d'autres expériences. En d'autres mots, ce qui est important, c'est de reconnaître vos beautés, de les manifester de plus en plus. Les parties qui sont lourdes, de les rencontrer, de les écouter, de les voir depuis quand elles sont là, qu'est-ce qui les a générées et comment vous pourriez comprendre différemment les choses. Et quelquefois, cela demande de les exprimer pour ce faire. Et donc, tout à l'heure, je parlais qu'un thérapeute peut nous aider, un accompagnant peut nous aider. Et j'ai dit aussi la semaine dernière que selon les individus, ce qui va faire émerger des sensations profondes de soi n'est pas nécessairement un regard ou une intériorisation. Chez des gens, c'est du mouvement. Alors, dans certains types de massages, par exemple, ça soulève. J'ai travaillé comme ça avec des massothérapeutes à un moment donné, où à deux, où on fait soulever les émotions pour que la personne se rende compte. J'ai ma très bonne amie Patricia Olive qui travaille avec la danse, une danse des éléments qui fait soulever vraiment des éléments de soi. Alors ça, c'est intéressant par le théâtre. J'ai voulu dire son nom la semaine dernière, puis je l'ai loupé. C'est Sarah Serievich, qui travaille avec une mise en scène des blessures et tout ça. Un travail extraordinaire. Donc, vous pouvez être avec un accompagnant, mais avec différentes formes d'intervenants pour vous aider. Mélanie, une longue question. Je suis célibataire depuis maintenant 7 ans et me demande qu'est-ce que je fais ou ne fais pas, qui ne va pas. Je pense régulièrement à un homme auquel je suis tombée amoureuse. Est-ce que c'est ça qui bloque l'arrivée d'un conjoint dans ma vie, car je ne suis pas capable de lâcher prise, à ne plus penser à cet homme qui m'attire tant. Y penser me fait tellement de bien et m'aide à vivre cette solitude qui m'habite. Donc ma question est celle-ci. Pour attirer le bon conjoint dans ma vie, dois-je arrêter de penser à cet homme dont je suis tombée amoureuse, même si cela ne me fait plus de bien que de mal? Mais en fait, si vous êtes amoureuse d'un homme, allez à la rencontre de cet homme. Ce que j'entends entre les lignes, c'est que cet homme n'est pas disponible. Vous êtes amoureuse de lui, il n'est pas disponible. Ce qui est intéressant, c'est que élever l'amour, plutôt que de tenter de couper cet amour, essayez de l'élever à un niveau de pureté. En fait, quand vous aimez quelqu'un, ce n'est pas l'affectivité qui est là. Moi, quand je parle d'amour, je parle de reconnaissance de l'être,
Alors, reconnaissez cet homme dans toute sa beauté, sa grandeur, aimez-le pour ce qu'il est, sans nécessairement, s'il n'est pas disponible, vouloir créer une relation d'affectivité. Donc, plutôt que de tenter de couper, puisque l'aimer vous fait du bien, alors c'est parce qu'il y a un amour qui est beau, parce qu'il y a une reconnaissance, parce qu'il y a une lumière. Donc, aimer cet homme dans ce qu'il est, alors ça, c'est de l'amour réel, sans affectivité, et puis ça va vous permettre vraiment d'être plus libre pour vivre une relation amoureuse et affective avec un autre homme, par exemple. C'est sûr que s'il y a un homme qui occupe tout l'espace non seulement de votre cœur, mais de vos pensées et de votre centration, eh bien, vous êtes moins disponible à attirer quelqu'un dans votre vie parce que l'espace est occupé. Toutefois, l'espace de l'amour, lui, vrai sans affectivité, c'est de l'amour pour l'amour, lui est infini. Donc, vous pouvez aimer à l'infini vos enfants, vos parents, vos amis, cet homme, et avoir de l'espace pour attirer aussi un conjoint. Donc, aimer la beauté, la grandeur, ce que vous pouvez même identifier, qu'est-ce que vous aimez chez cet être qui est merveilleux. Aimez la vie en lui. Puis, aimez-vous. Aimez-vous. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des périodes dans une vie où c'est vraiment important de vivre un parcours seul. On n'a pas à le quantifier en termes de temps, mais peut-être que cette période est une période de guérison pour vous. C'est peut-être une période de découverte de vous-même. Et la première chose que je suggère à quelqu'un qui veut vraiment attirer une personne pour une relation affective, intime et amoureuse, c'est de s'aimer soi-même et d'être soi. S'aimer et être soi. En fait, vous attirez parce que vous êtes et parce que vous émanez. Alors, plus vous êtes en contact avec qui vous êtes vraiment et plus dans votre vie vous êtes qui vous êtes, plus vous allez attirer la personne qui vous stimulera. En d'autres termes, ne tentez pas d'être différent pour attirer quelqu'un. Vous pouvez être différente de votre personnage, oui, différente de ce que vous avez été si vous avez été à côté de vous, différente de l'image que vous avez voulu créer de vous, mais pas différente de vous. Allez vraiment vous rencontrer pour, comme je le disais tout à l'heure, ressentir quelles sont vos beautés, quels sont vos élans réels, et faites en sorte que dans votre vie, il y a de la place pour ce que vous aimez. Ça n'a pas besoin d'être votre travail principal. Par exemple, si vous aimez le théâtre, eh bien, vous pouvez faire du théâtre amateur. Et si vous aimez jouer le théâtre, vous n'avez pas besoin de tout lâcher pour devenir comédienne dans votre vie. Vous pouvez avoir un travail alimentaire, mais ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, faites en sorte que ça existe dans votre vie. Si vous aimez de la musique, écoutez de la musique. Si vous aimez faire du théâtre, jouez le théâtre, même si c'est amateur. Si vous aimez courir, courez. Ne vous dites pas, tiens, un homme ne va pas aimer la femme qui court chaque jour. Non, soyez qui vous aimez. Ne courez pas pour absolument avoir le poids que vous croyez que cet homme va aimer de vous. Courez parce que c'est une joie de courir. Si vous aimez courir ou marcher pour rayonner, pour être en santé, pour être vous-même. Soyez vous-même. Plus vous êtes vous-même, plus vous vous aimez. Et plus vous êtes vous-même et que vous aimez, plus ça vous réjouit. Et plus vous êtes dans la joie, plus vous attirez les gens. Alors, c'est une équation vraiment importante et simple. Ne cherchez pas à attirer quelqu'un. Abandonnez les recherches, abandonnez les processus d'attraction extérieure. Soyez vous-même de plus en plus dans la joie et l'amour de qui vous êtes et tout ce que vous émanez va attirer une personne qui va aimer qui vous êtes si vous êtes qui vous êtes. Parce que quelquefois, je dis, là, il y a un processus qui est vraiment, comment on dit, un chemin sans fin, non, un cul-de-sac, on dit au Québec, une voie sans issue. Alors, qu'est-ce que c'est?
Des personnes, par exemple, essaient de se transformer pour être plus attirants, plus attirants. Essaient de développer certains types d'attitudes, d'états, de comportements pour attirer. Or, si vous attirez à partir de ce que vous avez mis en place, profondément, sachant que ce n'est pas vous, eh bien, vous serez déçu parce que vous vous direz, tiens, il ou elle est attiré par ce que je ne suis pas. Et si vous n'attirez pas, eh bien, vous serez déçu de ne pas attirer. Et donc, c'est vraiment une voie sans issue. La voie qui a une issue extraordinaire, c'est d'être vous, d'être pas à pas le meilleur de vous-même. Et vous allez attirer quelqu'un qui aime et qui est stimulé par le meilleur de vous-même. Colette nous dit, comment pouvons-nous, à notre niveau, ancrer la vibration amour sur Terre? En aimant, en étant amour et en aimant. En fait, c'est une question que j'apprécie. Et comme j'apprécie les questions, comment pouvons-nous collaborer à ce qu'il y ait la paix sur la Terre? Comment pouvons-nous collaborer à ce qu'il y ait un monde plus joyeux? Comment pouvons-nous ancrer l'amour? Quant à moi, l'amour est là. L'amour est dans chaque personne. Chaque personne vit parce qu'il y a l'amour en elle. Quand je dis mue par une pulsion d'amour, c'est parce que l'amour est en elle. L'amour est sur la terre, dans les éléments, dans la nature, animale, végétale, minérale, dans l'intra-terre. L'amour est là. On peut dire, comment pouvons-nous faire émerger l'amour de l'humanité? Comment pouvons-nous collaborer à ce que chaque humain aime tel qu'il est véritablement en étant l'amour, en étant l'amour? Comment fait-on pour collaborer à ce que la paix règne sur Terre? En étant en paix, comment fait-on pour faire en sorte que ce monde soit plus en joie en s'assurant de vivre dans la joie? Comment fait-on pour ancrer l'amour? L'amour est ancré, mais comment fait-on pour que l'amour vibre concrètement dans chaque personne et que l'on ait un monde d'amour en vivant en amour? D'abord avec vous-même, je reviens aux questions passées. Aimez qui vous êtes, réjouissez-vous de qui vous êtes, vivez comme vous êtes, tel que vous êtes. Et là, je fais toujours le bémol. Vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos frustrations. Soyez qui vous êtes réellement et aimez-vous comme cela. Vous allez stimuler l'amour. Comment fait-on pour guider des enfants à aimer? Comment fait-on? Vous vivez un couple ou monoparental. Comment vous faites pour faire en sorte que vos enfants soient des personnes qui aiment? Eh bien, vous êtes aimante. Non seulement vous aimez vos enfants, mais vous aimez la vie, vous aimez les personnes autour de vous. Les enfants le sentent et ressentent jusqu'à quel point c'est grand et c'est bon, et ils deviennent des personnes aimantes. Comment vous faites pour être avec des enfants qui développent vraiment la paix? Non pas la paix pour être tranquille, écrasé. Je parle des gens qui ne sont pas vraiment soit violents ou continuellement réactifs. Vous êtes en paix, vous êtes vous-même. Votre vie est le reflet de qui vous êtes. Et les enfants le sentent, le voient, l'apprécient, en sont stimulés et veulent cela aussi. Gabriel nous dit, je me sens limité, enfermé dans mon couple. Je ressens souvent la pulsion de quitter, mais je ne franchis pas le pas car j'ai peur de tout laisser, de ne pas arriver à vivre seul. J'ai très peur. Je vis avec un cancer grâce à un traitement ciblé et j'ai peur d'avoir besoin de l'autre. Où et comment trouver la force et la justesse de mon choix? La réponse est en vous, bien sûr. Et d'abord, vous savez, je ne préconise pas la séparation, mais je ne préconise pas non plus l'union qui est forcée. Alors, je suis pas d'un côté ou de l'autre, je suis vraiment pour la justesse de ce que vous avez à vivre. Alors,
ce que je vous propose, à partir de ce que vous dites, c'est vraiment de communiquer avec l'autre. C'est vraiment d'abord de vous rencontrer et d'aller plus profondément dans je me sens limité. Comment? Enfermé. Comment? Mettez des mots là-dessus. Mettez des mots, mettez des exemples mettez de la chair sur ces termes parce que c'est important. Voyez comment aussi, quand vous n'étiez pas avec l'autre, comment vous vous sentiez plus libre. Qu'est-ce qui est emprisonné? Est-ce que c'est l'autre qui emprisonne ça? Ou peut-être votre peur, votre crainte ou votre regard sur l'autre? Alors, la première étape, c'est vraiment d'approfondir ces éléments. Vous l'avez fait probablement. Mettez des mots là-dessus. Qu'est-ce qui est limité, enfermé, depuis quand, pourquoi, des exemples, comment c'était avant d'être avec l'autre, même comment c'était avec un autre ou une autre. Puis, par la suite, rencontrez l'autre et dites-lui, voilà, c'est un moment pour faire le point dans notre duo. Je vous suggère de sortir de la maison pour un week-end au moins et de dire, voilà, j'ai vraiment envie que l'on fasse le point, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est le plus juste dans notre duo, dans notre couple. Commencez par vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux vivre? Avant de dire à l'autre, je me sens enfermé, je me sens blessé. Ça viendra, mais commencez par vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux vivre? Quelle est mon orientation de vie? Quels sont mes objectifs, mes buts dans ma vie? Qu'est-ce que je veux atteindre? Quels sont les aspects importants de ma vie? Où est-ce que je veux aller? Demandez à l'autre qu'il fasse la même chose. Puis par la suite, rencontrez-vous et partagez ça. Déjà en faisant ça, vous allez voir, plutôt que de dire à l'autre, je me sens prisonnière et enfermée, ce qui est intéressant, c'est de dire, voici mon orientation, voici mes objectifs, voici ce que j'ai envie de mettre dans ma vie. Et l'autre va vous dire aussi ses orientations, ses objectifs, ce qu'il a envie dans sa vie. Peut-être allez-vous constater tous les deux que vous n'êtes pas dans la même direction, que vous ne voulez pas les mêmes choses. Peut-être allez-vous choisir d'être des camarades, des copains, parce que vous aimez faire telle chose ensemble. Peut-être allez-vous vous dire, c'est quand même intéressant d'être des colocs pour se supporter comme des amis. Commencez par cela. Et dans le processus d'échange, essayez de placer d'autres mots que limité, enfermé par le duo. Essayez de voir comment vous êtes libre. Si c'est le duo qui vous enferme, ça veut dire qu'il y a de la liberté à l'intérieur de vous. Comment il veut se manifester? Ce que je vais vous dire, c'est d'exprimer comment vous voulez être libre, comment vous voulez manifester votre vie. Et entendez l'autre, plutôt que de dire le couple m'emprisonne et l'autre, tout à coup, sera en réaction. Vous dites, dans ma vie, j'ai envie de ceci, de cela, j'ai envie d'être comme ça et de faire cela. Et l'autre va vous dire, oh, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un comme ça, ou j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un comme ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Allez d'une façon qui n'est pas centrée sur l'autre ou le duo qui forme la prison, mais sur le fait que vous voulez émaner et voyez dans quelle direction ça peut aller. Ici, ça fait longtemps que je veux vivre 2 semaines, 14 jours avec des couples qui sont dans cette situation, des duos, et que je veux guider. Je n'ai pas le temps de donner toutes les étapes de ça. Mais je peux vous dire que ce qui est important, c'est d'être vrai avec vous-même
et vrai avec l'autre, en utilisant des mots qui sont vrais. Quand le couple vous emprisonne, il se peut que vous vous sentiez emprisonné dans le couple parce que vous n'osez pas faire quelque chose. Mais il se peut, effectivement, que l'autre n'aime pas ça. Alors, quelquefois, un couple, ça se transforme sans qu'il y ait de dégâts. Voilà. En fait, c'est le début d'un parcours. J'espère qu'on va pouvoir beaucoup rapidement être en présentiel pour qu'on vive ces choses-là. J'ai dit dernièrement que je voulais passer aussi 1 mois avec des gens pour mettre en place vraiment comme un déploiement de vie, pour retrouver son essence, son œuvre de vie et une ouverture à sa propre vie. Je trouve qu'1 mois ensemble, on pourrait vraiment faire émerger des choses extraordinaires, comme 2 semaines avec un couple. Pas pour tout résoudre, mais pour créer des voies d'ouverture. Je regarde l'heure parce que il est maintenant assez tard. Je prends une dernière question. Je m'excuse, j'avais pas vu l'heure. Il est 8h moins 25, c'est-à-dire 19h35 en Europe où je suis et 13h35. Une dernière question. Isabelle, toute ma vie, j'ai oscillé entre action et statisme contemplatif et ce gap est encore plus fort aujourd'hui que j'ai le témos de tout. Le temps de tout. Je n'en fais pas grand-chose. Peux-tu m'éclairer sur cette problématique? Est-ce une illusion sans importance? Mais non. Alors, souvent, je veux dire, dans la vie, il y a deux grandes catégories d'activités, en fait. Le ressourcement et la création. Et ce qui est intéressant, c'est que tout devienne soit ressourcement ou création. On peut faire ses valises en se ressourçant, en créant. On peut laver la vaisselle en se ressourçant ou en créant. En fait, j'utilise des mots différents que entre action et statisme. Pour moi, le ressourcement peut être plutôt par moments statique. Je me ressource, je médite, je contemple, j'accueille la vie, je m'émerveille. Et action, mouvement créateur. Eh bien, il y a des moments statiques qui sont inutiles, c'est-à-dire des moments statiques où, par exemple, la personne ne fait rien mais tourne en rond les mêmes idées sans cesse et sans cesse et sans cesse. Ça ne ressource pas et ça ne crée pas. Et il y a des moments d'activité qui sont vraiment très superficiels et inutiles, qui ne sont pas créatifs. Donc, il y a des moments de ressourcement vrai et de création vraie. Moi, je vous encourage à continuer vraiment de être soit dans le ressourcement, soit dans la créativité. Quand je parle de créativité, ça ne veut pas dire nécessairement de façon artisanale ou artistique. Je crée, quelqu'un fait un soin, il est un créateur. Quelqu'un fait une peinture, il est un créateur, mais quelqu'un chante, il crée, quelqu'un émane de l'amour pour nourrir des égrégores d'amour, il est créateur. Voilà. Je dois m'arrêter là, ça fait déjà un bon moment et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont des rencontres, des coups de téléphone à donner, des petits emails parce qu'aujourd'hui, on célèbre et la bonne nouvelle, c'est qu'on célèbre aujourd'hui, on va continuer chaque jour. Je suis désolé pour les personnes dont j'ai pas eu le temps de répondre aux questions, je réponds longuement, je sais, je vais pas prendre des questions à la légère, répondre trop vite. Alors, je fais du mieux possible. Alors, on se retrouve lundi prochain, 12h au Québec et 18h dans l'Europe de l'Ouest. Et avant ça, tout de même, on se rencontre mercredi. C'est une invitation. Même les gens qui ne sont pas dans une ouverture spirituelle, c'est vraiment accessible à tous. Unis pour l'humanité. Et notre cible, c'est d'aider les enfants, les jeunes gens en émanant notre amour, notre lumière. C'est à 13h au Québec, c'est à 19h dans l'Europe. Et vous trouvez tous les liens et les façons d'y entrer sur la page de symphonie.live, comme les rediffusions sont là aussi. Merci à toute l'équipe, merci à Isabelle Lefebvre et qui œuvre et qui a eu ces idées originales pour que l'on puisse aider de plus en plus de gens. Alors, merci à toute l'équipe. Je vous dis
à mercredi soir et à lundi prochain. À très bientôt. Merci d'être là. Je vous embrasse. Je vous aime.